Hello! Merci à toi d'être là sur ce podcast où tu vas pouvoir écouter des témoignages de nanas qui ont évolué professionnellement et personnellement. Donc, si tu es en plein questionnement sur ta vie, sur ta mission de vie, c'est par ici! Bonne écoute! Alors bonjour à tous et bonjour Juliette. Aujourd'hui, sur ce podcast, ça commence bien. Je reçois Juliette qui va nous parler de son parcours professionnel et pourquoi elle est arrivée là. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de femmes ce sujet. Bonjour Juliette. Alors dis-moi Juliette, qui est Juliette? Peu de gens le savent vraiment. Allez, dis-nous-le en exclusivité rien que pour nous. Aujourd'hui, Juliette, je suis thérapeute holistique et j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur corps, à apprendre à l'écouter et écouter ses besoins en termes de vêtements, en termes de couleurs, de matière et de coupe pour construire une garde-robe que j'appelle intuitive. C'est-à-dire que c'est une garde-robe qui va répondre à nos besoins et corporels, donc celui du corps qu'on touche, qu'on voit, mais aussi aux besoins du corps énergétique, du corps émotionnel et du corps spirituel. Donc là, on touche un peu à des choses un peu plus subtiles. Et notre vêtement va être comme une seconde peau qui va venir porter et supporter tout notre être. D'accord. C'est pour ça que tu dis holistique, parce que ça englobe toute une partie qui est assez... qu'on touche pas du doigt, en fait. Oui, complètement holistique, ça signifie qu'il prend en considération l'ensemble de l'être. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu te tournes vers ça? Bon, la manière dont je pose la question, ça veut dire, mais pourquoi tu fais ça? Non, mais quel a été l'élément déclencheur qui fait que aujourd'hui tu accompagnes les femmes de cette façon? Alors, moi j'ai grandi dans une famille relativement privilégiée, mais relativement dysfonctionnelle. Mhm. Aujourd'hui, par exemple, je ne fréquente plus mes parents parce que ça a été mon chemin pour me sauver moi. Donc ça a été une enfance un peu chaotique et bien sûr Mhm. une entrée dans l'âge adulte assez chaotique aussi. D'accord. Jeune adulte, je rasais les murs. Je ne parlais pas. J'étais dans une forme de mutisme où je ne disais jamais mes émotions, je ne disais jamais mon ressenti, je ne disais jamais mon opinion. D'ailleurs, je n'avais pas vraiment d'opinion parce que je ne m'autorisais même pas à construire une opinion à l'intérieur de moi, Waouh. encore moins à partager ça. Et j'étais la plus transparente possible dans tout, dans ma vie. Par exemple, j'avais tendance à m'habiller en meuble Ikea, beige, blanc, grès, noir. D'accord, ouais, c'est ça, meuble Ikea. Ok. Passe-muraille. Ouais. Je, Ouais. je lissais mes cheveux. Là, ceux qui verront la Mhm. vidéo peuvent voir que j'ai les cheveux bouclés. Donc j'ai les cheveux bouclés Oui. depuis toujours. Mais il y a une vingtaine d'années, c'était pas à la mode la bouclette. Et tout le monde avait les cheveux lisses. Donc évidemment, je lissais mes cheveux parce que évidemment, je ne voulais pas être remarquée. Et c'était tout dans ma vie quotidienne, absolument tout. Donc j'allais au restaurant, je sais pas, au resto à volonté, les restos chinois, tu sais, où tu dois te Oui. lever pour aller au buffet et tout. Impossible. Mhm. Ouais. Se lever, traverser la salle, me dire que les gens vont voir ce que je mets dans mon assiette et qui vont juger, mais qu'est-ce qu'elle bouffe celle-là? Ou qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont... Et c'était impossible, impossible pour moi. Donc Dingue. toute ma vie était bloquée dans tous les sens par mes peurs, mes croyances, mes traumas aussi évidemment.
Mhm. et le fait que de toute façon je ne méritais pas d'exister. Donc je vois pas pourquoi quelqu'un m'aurait, pourquoi je me serais montrée. Je savais même pas ce que je foutais là en fait. Donc pourquoi Ah, je me serais punaise, oui. montrée? Et tout mon chemin de guérison est passé, euh, entre autres, par le vêtement. Parce que depuis toute petite, j'adore les vêtements. Toute petite, j'ai appris à coudre pour faire des vêtements à mes Barbies. Très longtemps, j'ai bricolé des bouts de tissu en les peignant, en les coloriant pour fabriquer des imprimés, pour fabriquer des vêtements à mes Barbies. J'ai toujours aimé ça. À 11 ans, j'ai décidé qu'un jour je serais modéliste. Alors ça a été un chemin un peu sinueux parce que mes parents estimaient qu'ils n'avaient pas à investir en moi et donc j'avais qu'à aller faire un BEP, des études gratuites, voilà. Donc ça a été un chemin un petit peu sinueux. Je suis un peu passée par la porte, par la sortie de secours. J'ai un peu forcené, Ouais. mais je suis devenue modéliste. Et j'ai accompli ce rêve de mes 11 ans d'être modéliste et de concevoir des vêtements, de participer à la création de collections, etc. Et c'est un tout petit peu plus tard, quand j'ai été personnel styliste pour une marque de prêt-à-porter française, que j'ai réalisé que quand on met un vêtement sur une femme, on peut se dire «Ah waouh, c'est comme si elle l'avait toujours porté, c'est comme si c'était déjà à elle». On le met sur sa Oui. copine et on se dit «Putain, ça marche pas, ça le fait pas». Qu'est-ce qui fait que ça le fait pas? Moi, évidemment, quand ça marchait pas sur moi, je me disais «C'est moi, c'est ma faute, c'est mon corps». Mon corps, il est mal Mhm. foutu, mon corps, il va pas, je pourrais jamais être à la mode parce que mon corps, il est pas comme il faut, il est pas conforme, c'est moi le problème. Et là, de le voir sur les autres, alors que mes clientes, elles étaient tellement jolies, elles étaient tellement, il y avait tellement rien à dire sur elles. Ça pouvait pas être elles le problème. C'était forcément le vêtement. Donc de là, moi aussi, ça m'a aidé de cheminer sur le corps des autres, de voir sur le corps des autres, de tester sur le corps des autres. Ça m'a permis de me distancier de moi-même, d'avoir un autre regard sur moi-même et du coup de travailler aussi sur moi-même. Et de là, j'ai commencé à étudier plus profondément le vêtement. Là où moi, j'avais un regard très technique sur le vêtement, pour construire un vêtement, pour que les coûts soient modérés sur la conception du vêtement, pour répondre aux attentes des acheteurs, machin. J'avais un regard très technique. Et là, j'ai ouvert mon regard et j'ai commencé à observer comment le vêtement entre en alchimie avec le corps, par sa couleur, sa matière et sa coupe. Je dirais bien 3 ans d'études approfondies du vêtement et d'exploration et de découverte de travaux d'autres femmes avant moi, etc. Bien 3 ans d'exploration que Lumière intérieure est née. Pourquoi lumière intérieure? C'est drôle parce que une des premières prestations que j'ai faites pour une association, la dame, après ma presta, m'a dit «Oh là là, je te cache pas, Juliette, que j'avais un peu peur, hein, parce que quand je t'ai contactée, que j'ai vu Lumière intérieure, je me suis dit ça va être mystique, ça va être perché». Euh, Oui, 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 je vois bien le truc. Elle se sont dit, elle va arriver avec un sarouel, elle va foutre un sarouel à tout le monde et puis elle va brûler des bâtons d'encens et bonne ambiance. Ouais, carrément. Donc, et elle me dit en fait, maintenant je comprends, la lumière intérieure, effectivement, c'est la lumière qui émane du corps. Donc, notre lumière est soit dorée, soit argentée. Et c'est ça qui va nous guider vers les couleurs qui vont nous faire rayonner, les couleurs qui vont supporter l'énergie de notre corps. Ok. Et aujourd'hui, tu as fait un parcours professionnel pour en arriver à tout ça. Est-ce que dans ton parcours professionnel, est-ce que tu as eu des anomalies à traverser pour arriver là où tu en es aujourd'hui ou pas du tout? Les anomalies. Ouais, ouais. Par exemple, une aventure, quelque chose qui t'a fait cliquer, de dire ben moi je vais faire ça et je vais avoir le courage de le faire. Est-ce que tu t'es lancé parce que tu as toujours voulu le faire ou est-ce qu'il y a eu à un moment donné de ta carrière
un événement qui a fait que tu t'es dit, bon, allez, Salariée, j'étais cadre dans un grand groupe je cachais pas mes ambitions au sein de mes équipes voilà, j'avais le projet de continuer mon évolution au sein du groupe. J'étais très mince, le terme me revient plus. vocal? Non, corporate. J'étais hyper corporate. J'étais à fond. D'accord. Mon entreprise, c'était ma famille. Enfin voilà, j'étais à fond. Ce qui m'a fait basculer, c'est une situation de harcèlement au travail, un burn-out. Et là, je me suis dit, ok, je peux pas quand qui fonctionne pas, il faut que je trouve ce que c'est. Et la deuxième bascule, ça a été une expérience juste avant le Covid, où on est parti en trek dans le désert avec mon mari. Et pendant ce trek, j'ai perdu le bébé que j'attendais. Donc j'étais à 3 mois de grossesse et en méditation, parce que j'ai commencé la méditation quelques années avant, et en méditation, j'ai compris que ce petit être ne s'incarnerait pas, qu'il ne naîtrait pas. Et ça a été, oui, une expérience. Alors là, pour le coup, on peut dire mystique et perché. Ouais, mais qui a le mérite d'être là, donc Oui, complètement. pas de jugement. On accueille les choses avec beaucoup de bienveillance parce qu'on a toutes des expériences mythiques et perchées, on les juge comme ça, mais ces expériences-là nous font avancer pour du concret. Donc Complètement. ouais. Faut accueillir parce que effectivement, moi, ça a créé un shift en moi, en fait. J'ai compris énormément de choses à travers cette expérience-là. Donc j'ai dû continuer à marcher 2 jours dans le désert en saignant, en ayant mal au ventre parce qu'il fallait sortir du désert. Aucun véhicule ne pouvait venir nous récupérer parce que c'était une zone militaire, etc. Et ensuite, il y avait encore 6 heures de voiture sur des routes pas possibles pour rejoindre Marrakech, une clinique. Donc ça a été tout un parcours. Et c'est seulement en arrivant chez moi que j'ai terminé cette fausse couche qui s'est terminée comment dirais-je, en zut. Aujourd'hui, c'est dur de trouver les mots. Je sais pas ce qui se passe. En hémorragie. Ah En punaise, ouais. hémorragie. Et en fait, j'ai traversé tout ça avec des mots qui résonnaient en moi. N'aie pas peur, avance en confiance. Et je n'avais que ça en tête, avance en confiance. Tout ce processus est absolument normal. Donc, mon mari en panique, qui me dit, qu'est-ce que je fais? J'appelle le SAMU. Comment tu te sens? Mais attends, mais t'es par terre, t'es toute blanche. J'appelle le SAMU. Et moi, je me disais, non, j'avance en confiance. Il m'a dit, ok, c'est super, mon amour, mais moi, j'appelle le SAMU quand même. Non, j'avance en confiance, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fumé pour être comme ça? Mais heureusement que tu as eu cette réaction-là. C'est... Moi, c'était un processus, c'était normal, c'était un nettoyage. J'avais des phrases qui me venaient comme ça de l'utérus est le siège de l'amour et de la création, il n'est pas le siège de la douleur. Ton utérus doit être nettoyé. C'était un grand reset à l'intérieur de moi. Enfin voilà, c'était tout un truc. J'étais baignée là-dedans et j'avais absolument pas conscience que ça pouvait être entre guillemets dangereux ou voilà. D'accord. Oui, parce que bon, quand même, c'est un peu dangereux. Voilà, c'est-à-dire qu'une hémorragie, bon, il y a un moment où si tu perds trop de sang, ça devient compliqué à gérer. Oui, bah oui, effectivement. Et du coup, quand je suis arrivée à l'hôpital, là, j'ai juste eu le temps de dire mon groupe sanguin et paf, je suis partie. Et je suis revenue, je ne sais pas comment, et tout le monde était en train de courir partout en criant «J'ai la seringue d'Adré pour son cœur», qui visiblement était en train de foirer. J'ai les poches de sang, on peut faire la transfu, machin. Tout le monde était à 200 à l'heure. Et moi, j'étais là, à l'intérieur, je me disais, mais cool, les gens, en fait. Non, tout va bien. J'expérimente un truc incroyable. Oh punaise. Ah oui, pour le coup, mystique et perché, on y est en plein dedans, quoi. Complètement. Dingue. Voilà, ça a été l'élément déclencheur d'un éveil spirituel. Et derrière, on s'est pris les Ouais, confinements, qui m'ont oui. amené
à être beaucoup plus dans une slow life, comme des millions de gens, Oui. et embrasser la nature autour de moi, reconnecter, mettre les mains dans la terre, faire un potager, regarder les légumes grandir, et, et être dans ce truc profond qui est dans notre ADN, d'être humain, d'être en relation avec notre environnement, de faire un avec l'environnement. Ce qu'on n'a absolument pas le temps de faire quand on est à fond dans faut que je sois productif, je suis hyper corporate, je suis hyper ambitieuse, je veux monter ma carrière, je veux de l'argent, je veux ci, je veux ça. On n'a pas le temps en fait. Et là, d'un coup, j'avais le temps. Et ça m'a chamboulée, ça m'a Ouais. transformée, ça m'a ouvert. Et j'ai cette image d'un espèce de petit lotus là, qui était tout fermé, tout rabougri, tout petit, et qui s'est épanoui. Et ça m'a profondément transformée et ça m'a autorisée à créer cet accompagnement et à assumer que, à la fois, je peux être très carrée et très sérieuse et très compétente, Pragmatique. voilà, Ouais. et très terre à terre, et à la fois reliée, connectée, à l'écoute, dans le ressenti, et que les deux sont pas, il n'y a pas de dichotomie en fait entre les deux. Et tu peux être Non, c'est... spirituel sans Sarwell. Tu peux être spirituel sans Sarwell. Ça va être le titre de ce podcast. Mais clairement, oui, nous les femmes, on a ce truc de se dire où on est Wonder Woman, businesswoman, à fond, totalement pragmatique et tout ça, et être spirituel, c'est pas un gros mot. Et être professionnel, pragmatique, c'est aussi être spirituel. Être spirituel, c'est avoir le temps de se poser les bonnes questions, et souvent quand on a le temps de se poser les bonnes questions à soi-même, eh ben, on ose les poser à nos clients et à nos clientes. Et c'est ce qui fait toute la différence entre nous et un homme. Tu dirais du coup que c'est pas tu dirais, c'est une question que je me pose. Les femmes qui te contactent, elles passent une fois qu'elles sont entre tes mains, elles passent par quelle phase? Quelles sont les différentes phases de ton programme? Alors, justement, je suis en plein chamboulement de mon programme qui jusqu'à présent se passait sur une journée complète pour découvrir son profil, construire sa boussole, comprendre les couleurs, les matières et les coupes de vêtements qui répondent aux besoins du corps. Et ensuite, il y avait un suivi sur 2 mois par WhatsApp, où là, elle pouvait Mhm. bombarder et me poser toutes les questions qu'elle voulait, envoyer des photos des pièces sur lesquelles elles avaient des doutes ou poser des questions sur la boussole, tout ce qu'elles voulaient. Et là, je lance un programme qui s'appelle Incarnation, qui est sur 3 mois. Et là, c'est de l'intensif sur 3 mois. Je suis D'accord. dans la poche de ma cliente grâce au téléphone. Ouais. Donc, elle a sa journée en présentiel pour découvrir son profil. Elle a une visio dans le premier mois pour faire un point sur ses avancées. Ensuite, elle a des outils pour faire son treat dressing, plus une visio treat dressing. On part en shopping, donc 3 heures de shopping accompagné. Euh, Encore une visio pour faire le point et préparer le photoshoot qu'elle a à la fin de ces 3 mois avec une amie thérapeute, photothérapeute, qui fait un travail extraordinaire. Où là, D'accord. c'est 1 heure et demie de shooting en pleine nature avec 3 tenues. Et ensuite, elle a un débrief d'1 heure avec la photographe pour recevoir ses photos. Et là, voilà, elle a un pack ultra complet où la Mais complètement. transformation, elle est hyper poussée. Par le vêtement, et puis ensuite le terminer par ce reportage photo, par l'image, ça permet en fait de vraiment, pardon, de vraiment avoir sous le nez ce que ça rend, Ouais, et vraiment de se dire de revenir c'est sur les photos incroyable. d'avant où souvent Oui, on est en meuble Ikea.
on rate le Oui. mur. Et la photo après, où là, on se révèle. Et oui, ouais. Oui, mais alors, encore une fois, ça c'est génial et c'est aussi, il y a les femmes qui te contactent, c'est parce qu'elles ont décidé, à un moment donné, de se donner l'autorisation de faire et d'être et de paraître. Et je trouve que dans notre société, surtout les femmes, on nous apprend à pas faire trop de bruit, à pas parler trop fort, à pas rire trop fort, à pas prendre trop de place, à pas poser beaucoup de questions, à pas prendre un métier de mec parce que tu comprends, c'est pas possible, ça c'est pas pour les filles. On nous met très facilement dans une case dans laquelle on n'a pas envie d'être. Et du coup, dans la vie de tous les jours, c'est encore plus difficile, c'est encore plus besogneux d'arriver à un niveau où tu te dis non mais attends, moi j'ai envie de ça, je vais avoir ça. Et puis j'ai pas besoin de me justifier. Je veux ça parce que ça c'est moi. Mm. Ce podcast t'a plu ? Merci d'avoir été là, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et pour ne rien rater, clique sur 5 étoiles et abonne-toi. À la semaine prochaine.